Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié à l'intelligence artificielle dans le monde Microsoft. Avant de commencer, je vais juste vous préciser deux petites informations. Donc, ce webinaire est enregistré. Et la deuxième information, toutes les questions peuvent être posées dans la section questions-réponses prévue à cet effet dans votre bandeau de paramètres Teams. Vous pouvez directement poser vos questions et en fonction du temps à la fin de la présentation, j'y répondrai dans la mesure du possible. Voilà, maintenant je vais passer à ma présentation. Donc je m'appelle Yves Barsat, je suis consultant chez Sword Technologies, je suis basé à Nyon. Je fais partie d'une business unit qui intervient sur 4 grands piliers: la gouvernance de projet, c'est-à-dire la gestion de projet, la business analyse et l'accompagnement au changement, toute la partie cloud productivity, data management et intelligence artificielle, dont c'est le sujet aujourd'hui. Et effectivement, nous sommes une business unit vraiment consacrée sur les technologies Microsoft. Je suis Microsoft MVP depuis 2021, également Microsoft Certified Trainer. Voici mes liens des réseaux sociaux. Donc, je publie des articles sur mon blog et autres informations intéressantes. Et si il vous arrive d'avoir des questions après le webinar, vous pouvez tout à fait me contacter via mon adresse Sword. Voilà, maintenant on va passer à l'agenda du webinaire. Donc en termes d'agenda, on va commencer par une petite définition de qu'est-ce que l'intelligence artificielle. On va ensuite passer sur les principes de l'IA responsable, donc quels sont les piliers que Microsoft va essayer d'appliquer dans toutes les fonctionnalités pour justement respecter ces principes fondamentaux. On va passer un peu en revue tous les services Azure AI, pour ensuite faire un focus sur la partie justement Azure OpenAI, un petit comparatif entre Azure OpenAI et ChatGPT, quels sont les avantages et inconvénients de chacun de ces technologies. On va parler forcément confidentialité des données et on va également parler de Microsoft 365 Copilot. Il n'y aura pas de démo malheureusement durant ce webinaire parce que tout simplement Microsoft est actuellement en phase de test avec plusieurs partenaires qu'ils ont sélectionnés sur le volet. Et donc malheureusement actuellement il n'y a pas possibilité de proposer aucune démo. Ça viendra, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de démo possible. Par contre, je vais vous proposer au minimum 4 petites démos qui vont vous montrer en fait des cas d'application tout à fait concrets que l'on peut implémenter tout de suite sans avoir à attendre certaines fonctionnalités basées sur justement des technologies comme Teams, SharePoint Online, justement Azure OpenAI et autres. À la fin, je m'occuperai de répondre dans la mesure du possible à toutes vos questions, s'il y en a bien sûr. Voilà, donc on va démarrer tout de suite par une petite définition de qu'est-ce que l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle IA ou AI en anglais, hein, pour Artificial Intelligence, c'est en fait toutes les techniques qui vont permettre aux machines d'imiter une forme d'intelligence réelle, c'est-à-dire une forme d'intelligence humaine. Avec quelques exemples, donc par exemple prévoir des résultats ou reconnaître des modèles basés sur des données qui seraient historisées, reconnaître des événements anormaux et prendre des décisions. On va pouvoir aussi interpréter des données visuelles, hein, là, ça peut être par exemple des photos, des films, des vidéos et autres. Comprendre le langage humain et participer à des conversations, c'est tout à fait le cas par exemple, du ChatGPT ou ces modèles OpenAI qui sont arrivés récemment. Ou encore, par exemple, extraire des informations de multiples sources de données pour acquérir des connaissances spécifiques en vue, par exemple, de répondre à des questions sur ces données. Donc voilà, vous voyez, hein, c'est une définition un petit peu large, hein, comme ça vous permet de comprendre un peu de quoi on parle. Et maintenant, on va passer au principe de l'IA, pardon, quelques exemples de workload spécifiques à l'intelligence artificielle. Donc le premier, alors, ça, il est très connu, c'était le machine learning. Donc c'est vraiment des modèles prédictifs qui sont basés sur des données et des statistiques. C'est un peu les bases, à la base de l'IA, hein. C'est arrivé en 1997, donc c'est pas, c'est pas récent, hein, donc ça fait quand même quelques années que ça existe déjà. Détection d'anomalies, donc ça, c'est vraiment des systèmes qui vont détecter des modèles ou des événements inhabituels dans le but de prendre des mesures préventives. Donc, par exemple, imaginons
dans le cadre de Microsoft, il y a beaucoup justement de détection d'anomalies qui sont impliquées dans la partie sécurité, justement pour détecter par exemple des connexions étranges ou voilà, des phénomènes qui ne seraient pas habituels, par exemple sur le tenant d'un client ou sur un service spécifique. La vision par ordinateur, donc ce sont des applications qui vont interpréter les données visuelles. Ça peut provenir de caméras, d'images, de photos ou de vidéos. Ensuite, on a le NLP, donc le traitement du langage naturel. Ça, c'est vraiment la catégorie de tout ce qui est ChatGPT, OpenAI et autres. Donc ça, ce sont des applications qui vont être capables d'interpréter le langage écrit ou parlé et de dialoguer avec des utilisateurs humains. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir une conversation. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'intelligence artificielle générative. Donc, c'est-à-dire qu'on peut justement parler, discuter avec quelqu'un, enfin, pas quelqu'un, un robot ou une machine qui comprend ce que l'on dit et ce que l'on souhaite faire. Et en dernier, on a l'exploration des connaissances. Donc, ça va être vraiment dans le but d'extraire des informations, comme je l'ai dit avant, à partir de sources de données multiples, pour en créer une base de connaissances et pouvoir répondre à des questions sur ces données de manière générale. Voilà. Ça, c'était pour quelques exemples de workload liés à l'intelligence artificielle. Maintenant, on va passer à ce qui est, à mon avis, quelque chose de très important. Ce sont les principes de l'IA responsable. Et donc, le premier principe, ça va être l'équité. Donc, les préjugés peuvent affecter les résultats. Et donc, là, typiquement, c'est un préjugé, enfin, pardon, un principe que tout le monde va comprendre, c'est qu'il n'y a pas de discrimination en fonction du sexe, ça peut être de la religion ou autre. Donc voilà, c'est important que l'intelligence artificielle soit en mesure de répondre à tout le monde. Elle ne doit pas, pour une raison d'entraînement, un mauvais entraînement du modèle ou autre, répondre à côté ou ne pas vouloir répondre tout simplement parce que la personne voilà, est de sexe féminin ou masculin ou autre. Donc voilà, le principe de l'équité, c'est que tout le monde peut profiter de l'IA sans discrimination quelconque. Ensuite, le deuxième principe, c'est la fiabilité et la sécurité, puisque les erreurs peuvent être préjudiciables. Et donc, un exemple, c'est effectivement, par exemple, un véhicule autonome qui aurait été entraîné avec un modèle d'intelligence artificielle, et bien, pour une raison d'erreur justement d'entraînement ou autre, provoque une collision et donc la mort. Pas forcément, hein, c'est quelque chose qu'on souhaite justement éviter. En troisième, on a la vie privée et la sécurité, et ça je pense que c'est très, très important, c'est que les données, qui sont utilisées, par l'IA peuvent être exposées. Donc typiquement, ça peut être par exemple des données médicales ou des données confidentielles de clients, stratégiques et cetera. Typiquement, on l'a vu avec Samsung, hein, et ChatGPT, hein, donc des données ont été exposées justement, à travers, ChatGPT puisque les personnes ont saisi des données confidentielles et justement le mécanisme d'entraînement de ChatGPT a entraîné le modèle avec ces données et ensuite des personnes ont pu récupérer ces choses. Voilà, donc c'est très important de bien comprendre qu'il faut faire très attention avec les entraînements de modèles publics. C'est ça qu'on verra après, justement, la différence avec ce que Microsoft propose. Donc voilà, il faut absolument éviter que les données confidentielles ou que l'on ne souhaite pas exposer soient exposées de manière publique. En quatrième, on a l'inclusion. Alors ça, je pense que Microsoft est actuellement vraiment très, très investi là-dedans. C'est un sujet qui le tient à cœur. Donc, par exemple, les solutions ne peuvent pas fonctionner pour tout le monde pour une raison. Par exemple, je ne sais pas, l'audio n'est pas disponible pour les malvoyants, il n'y a pas il y a pas de notion d'accessibilité, etc. Ça, je pense que c'est vraiment un point très, très important de nos jours. L'accessibilité, en tout cas, Microsoft essaye d'absolument tout faire pour que tous leurs produits soient accessibles, y compris la partie typiquement intelligence artificielle. Et donc, toutes les solutions qui tirent parti de l'IA doivent appliquer aussi ces règles. Et ça, c'est très important. Ensuite, on a la transparence. Les utilisateurs doivent faire confiance à l'intelligence artificielle. Ça, je crois que c'est, à titre personnel, c'est quelque chose que je trouve très, très important. Parce que justement, quand on parle d'intelligence artificielle, on a quand même envie de savoir derrière comment elle fonctionne. C'est-à-dire que typiquement, par exemple, on nous parle d'outils financiers, par exemple, pour prédire, je sais pas, le cours d'une action en bourse, je sais pas, l'achat de matières premières ou autre. Et ben, on a quand même envie de savoir, de comprendre derrière comment est-ce que les calculs sont faits, comment est-ce que ça fonctionne, afin justement d'avoir une confiance complète en le système. La confiance, je pense qu'elle est très importante dans l'intelligence artificielle, parce que si on n'a pas confiance en ces modèles ou autres, je pense que ça perd beaucoup d'intérêt.
L'humain doit avoir confiance là-dedans et doit comprendre derrière ce qui se met en jeu, tout simplement. Et le dernier, donc la responsabilité. Donc, qui est responsable des décisions prises par l'IA? Donc, forcément, hein, une personne, par exemple, une personne innocente qui est condamnée parce qu'on a analysé des images de vidéosurveillance et puis effectivement cette personne est innocente. Il y a une question qui se pose, c'est qui est responsable? Qui est responsable, puisque l'intelligence artificielle n'est pas humaine, elle ne répond pas aux mêmes, heu, aux mêmes lois que les humains et donc là, qui est la personne, responsable? Ça, c'est aussi très important de définir parce que ça peut mener justement à des problèmes, plutôt, plutôt embêtants. Voilà. Ça, c'était les principes de l'IA responsable et surtout, c'est des principes que Microsoft essaye, d'appliquer absolument dans toutes les fonctionnalités d'intelligence artificielle qui vont développer alors actuellement ou futur et donc ça permet de vraiment de s'assurer que l'IA, ben, la définition de la responsabilité. Voilà. Ensuite, je vais passer sur les services Azure AI, donc qui sont destinés à plutôt des développeurs ou des data scientists. Donc, comme je l'ai dit, hein, on avait la partie Azure Machine Learning, hein, qui est quand même quelque chose qui était déjà présent hein, dans la plateforme et qui était déjà disponible auparavant. Donc ça, on a dit, hein, c'est une plateforme pour former, déployer et gérer des modèles d'apprentissage automatique hein, basés sur des données et des statistiques. On avait également les Azure Cognitive Services, dont Azure OpenAI fait partie maintenant, hein, c'est une sous-catégorie des Cognitive Services. Donc c'est un ensemble de services qui vont reposer sur 4 piliers principaux, donc la vision, la parole, le langage et la décision. Voilà, c'est les 4 piliers des Cognitive Services. Ensuite, on a l'Azure Bot Service. Donc c'est une plateforme vraiment cloud qui est faite pour développer des robots conversationnels, donc ce qu'on appelle des chatbots, hein. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre de toute la partie chatbot. Et ça va être l'objet d'une démo que je vais vous faire après dans la partie Teams. Donc vraiment bot service, chatbot. Azure Cognitive Search qui permet d'extraire, d'enrichir et indexer des données justement en vue de faire analyser ces données, par exemple, par un modèle d'OpenAI, par exemple, Azure OpenAI. Et donc, c'est vrai que ce service, on le verra plus tard, hein, est devenu plutôt important avec ces derniers ajouts de la partie OpenAI, parce que justement, maintenant, vous avez une intégration native entre la partie Azure OpenAI et les Cognitive Search. Donc, typiquement, vous pouvez indexer vos données, ça peut être des bases de données SQL, du Cosmos DB ou autres, des fichiers plats, etc., en vue qu'ils soient analysés justement par un modèle d'intelligence artificielle en vue, ben, typiquement, d'en créer un chat ou par exemple, de répondre à des questions sur ces mêmes données. Voilà. Et donc, le nouveau-né, en fait, qui est là depuis un moment en preview, mais qui a été vraiment publié en GA, donc Global Availability, ce début d'année, donc Azure OpenAI, qui regroupe en fait tous les modèles, donc les puissants modèles de langage d'OpenAI, donc ce qu'on appelle les LLM, Large Language Models, et qui sont typiquement catégorisés en plusieurs séries. Donc, typiquement, vous avez le GPT-4, le GPT-3, Codex, Embeddings et DALI. Donc ça, je vais vous en faire une description plus tard. Donc ça, ce sont toutes les catégories de modèles que vous retrouvez dans Azure OpenAI qui sont exactement les mêmes que ceux que vous retrouvez en fait dans entre guillemets, la partie ChatGPT que vous connaissez publiquement. Voilà. Vraiment, Microsoft propose absolument les mêmes modèles. Et donc, la partie Microsoft va un petit peu plus loin que la partie ChatGPT, ça on le verra un peu plus tard, mais avec beaucoup de fonctionnalités, comme on l'a dit, hein, pour assurer l'IA responsable et aussi toute la partie sécurité, confidentialité des données. Et là, c'est vrai que Microsoft propose quelque chose de beaucoup plus solide à l'heure actuelle que la partie ChatGPT publique que l'on connaît tous. Voilà. Et la dernière chose à préciser sur tous ces services, c'est qu'ils se destinent prioritairement à des développeurs ou des data scientists pour une raison simple, c'est que l'accès à ces services se fait à travers des API REST, des SDK, donc des kits de développeurs, des librairies, ou typiquement l'Azure OpenAI Studio directement dans le portail Azure. Évidemment, on est bien d'accord que ce ne sont pas des services qui vont être mis à disposition d'utilisateurs, typiquement des citizen dev ou des business users. On en parle vraiment de services qui vont être utilisés par des développeurs ou des data scientists. Ça, c'est important de le comprendre. Ensuite, je vais passer à quelques services liés à Microsoft 35 et Dynamics 35 qui étaient justement, ils s'appuyaient sur l'intelligence artificielle jusqu'ici. Alors évidemment, ils vont être
enrichi maintenant avec la partie OpenAI que Microsoft déploie. Mais typiquement, parmi les premiers projets d'intelligence artificielle qu'on a eu, on a eu le projet Cortex, par exemple. Projet Cortex comprenait Microsoft Syntex et Viva Topics au début. Et donc, alors, après, maintenant, il y a beaucoup d'autres applications. Mais ça a été un des premiers projets qui appliquait de l'intelligence artificielle dans des produits au sein de Microsoft 35. On a le très connu AI Builder dans la Power Platform, donc dans Power Apps et Power Automate, vous aviez des possibilités déjà d'utiliser, par exemple, des reconnaissances de cartes de visite, de reconnaissance de formulaires directement dans vos applications, vos workflows. Et évidemment, Microsoft va intégrer OpenAI directement dans AI Builder, donc vraiment, ça va enrichir un petit peu ses services. Vous aviez AI Insights dans la partie Power BI Desktop, donc avec la partie analyse de texte, vision et machine learning. Donc, typiquement, on pouvait intégrer directement ce genre de choses. Ça, c'était déjà disponible dans le passé, hein, ça n'a pas bougé. La partie Customer Service Insight et Sales Insight dans Dynamics 35. Copilot qui va arriver massivement dans Microsoft 35, Dynamics, l'apport plateforme et d'autres. Hein, ça peut être SharePoint, Teams, Viva, Visual Studio, Word, Excel, PowerPoint. Enfin bref, Microsoft va déployer cette intelligence artificielle nommée Copilot dans un peu tous leurs produits, y compris GitHub, hein, par exemple aussi, hein, pour des plateformes qui a été rachetée par Microsoft par le passé. Donc voilà, vraiment Copilot va devenir l'assistant intelligence artificielle dans énormément de produits. Et la partie Microsoft Bing, hein, comme je sais pas, vous avez peut-être pu le voir, donc l'application mobile par exemple utilise maintenant GPT-4, hein, ça a été annoncé. Typiquement, vous avez aussi la partie dans Windows, dans Edge, le navigateur, etc. Donc maintenant Microsoft vraiment massivement des fonctionnalités d'intelligence artificielle dans à peu près tous ces produits, comme on peut le voir. Maintenant, on va passer juste, une fois que maintenant on a vu la partie Azure et la partie Microsoft 35 et Dynamics 35, comment s'inscrit le service OpenAI dans le paysage Microsoft. Donc là, effectivement, on le voit, hein, le OpenAI service est vraiment dans la partie développeur et data scientist, hein, comme on le voit, c'est vraiment cette section. Et donc, si on regarde un petit peu cette présentation. Vous avez toujours la partie des applications, donc Microsoft 35, Dynamics 35 ou des solutions partenaires qui seraient développées et qui tiraient parti de l'IA jusque-là ou qui vont tirer parti de l'IA dans les prochains mois. Et bien voilà, toutes ces solutions étaient déjà disponibles pour les business users, hein, les citizen developers pouvaient déjà en tirer parti. Il y avait vraiment beaucoup de choix, il y avait des solutions qui existaient déjà, qui vont bien sûr être enrichies avec justement la partie OpenAI, mais on voit bien, hein, c'est la partie business user. Et ensuite, on avait déjà dans l'apport plateforme, pour justement les citizen developers, ceux qui voulaient déjà utiliser une forme d'intelligence artificielle dans l'apport plateforme, vous aviez AI Builder dans Power BI, dans Power Apps, dans Power Automate, dans Power Virtual Agents, et aussi, alors là, il n'est pas présent, mais Power Pages, ancien Dynamics 35 Portal. Et donc ça, ce sont vraiment des choses qui ont été développées par Microsoft à destination, comme on le voit, hein, des business users, hein, donc des citizen developers, des gens qui n'ont pas de compétences en code, qui ne sont pas développeurs. Et donc, la deuxième partie de ce tableau, on voit bien, hein, c'est la partie développeur et data scientist, et là, vous aurez un certain nombre de services basés par exemple sur des scénarios. Donc on l'a dit, bot service pour les chatbots, cognitive search pour indexer les données, form recognizer pour reconnaître des données sur des formulaires, vidéo indexeur pour justement indexer des données vidéo et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est vraiment des scénarios, de l'intelligence artificielle basée sur des scénarios. Et ensuite, vous avez tous les modèles que l'on appelle des modèles qui sont customisables, donc personnalisables, c'est-à-dire avec vos propres données. Donc, typiquement, analyser des images, ou des webcams, des vidéos ou des flux de webcam, du speech pour toute la partie justement langue, comprendre quelqu'un qui parle, language aussi pour traduire des langues, etc., décision et la partie OpenAI. Voilà. Et en fait, toutes ces briques ont un pilier commun, c'est la partie machine learning, parce que tous ces services reposent d'une manière ou d'une autre sur Azure Machine Learning. Ça, c'est la base. C'est pour ça que je disais que c'était quelque chose de très ancien dans la partie Microsoft, c'est que l'Azure Machine Learning a toujours existé depuis longtemps, mais c'est la base de tout. Et donc, on voit qu'on a un certain nombre de services qui viennent, qui existaient déjà, qui arrivent et qui vont, dans la plupart des cas, se faire enrichir par la partie justement Azure OpenAI, qui est très très puissante, comme on va le voir dans les prochaines démos et les prochaines slides. Voilà. Maintenant, je vais passer sur les catégories de modèles que vous retrouvez dans la partie Azure OpenAI. Donc,
dans les plus récents, hein. Je ne veux pas parler de GPT-5 parce que ça va arriver tranquillement, mais il y a déjà des mentions que ça va arriver bientôt. Mais je regarde tout ce qui est disponible à l'heure actuelle. Donc, à l'heure actuelle, on a la partie GPT-4 qui permet de résoudre des problèmes difficiles et plus complexes que tous les autres modèles OpenAI qu'on avait jusqu'ici. Donc, vraiment, c'est beaucoup plus précis, vous avez beaucoup plus de qualité en termes de réponse et autres. C'est une amélioration finalement de la partie GPT 3.5, hein, c'est très clair et ça permet de comprendre du langage naturel et du code. Donc, vous avez les deux parties. C'est plus splitté en plusieurs modèles. Non, vraiment, là, vous avez un modèle pour tout faire. Donc, par exemple, ça va être vraiment par exemple, résoudre des problèmes de mathématiques, d'économie ou autres. Moi, j'avais testé plusieurs fois de lui donner, par exemple, à résoudre des problèmes économiques, par exemple, des calculs d'intérêt, des choses comme ça, ou tout simplement des petits problèmes mathématiques que j'ai trouvés sur Internet, et ça fonctionne très, très bien. Vraiment, il y a une capacité qui est très, très puissante à ce niveau-là. Donc, on voit qu'on a vraiment quelque chose qui comprend ce qu'on tape, qui arrive à même détecter les erreurs de syntaxe ou les erreurs, typiquement erreurs d'orthographe, etc., pour vraiment comprendre ce qu'on veut faire. Et c'est très, très puissant. Ensuite, on a la partie GPT-3 3.5. Donc ça va être vraiment pour comprendre et générer du langage naturel via des saisies de texte. C'est là-dedans qu'on va retrouver le fameux modèle qui est derrière le chat GPT. Donc le GPT-35-Turbo est en fait tout simplement le modèle qui est utilisé par ChatGPT, donc la version publique que OpenAI propose. Et Microsoft vous la propose de manière totalement sécurisée sur votre tenant. C'est-à-dire que on le verra dans la démo, hein, mais vous pouvez créer votre propre ChatGPT d'entreprise avec ce modèle-là derrière, tout en gardant la confidentialité de vos données qui ne vont pas être utilisées pour entraîner des modèles, etc. Donc, vraiment, Microsoft garantit une confidentialité des données à ce niveau-là, et donc vous pouvez déployer ces modèles, ce même modèle, dans votre souscription Azure. Donc là, on va retrouver des exemples comme voilà, écrire une poésie, par exemple, écrire une recette de cuisine avec certains aliments, écrire des scripts PowerShell, ça peut être ça, écrire du code, écrire des choses comme ça. Donc vraiment, vous avez vraiment un large panel de choses, et après, vous avez toujours possibilité, on le verra, d'entraîner ce modèle avec vos propres données. Par défaut, il n'y a rien, aucune de vos données n'est utilisée pour entraîner aucun modèle. Vous avez vraiment ce modèle à disposition. Alors, évidemment, ces modèles ne sont pas connectés à Internet, hein, comme je l'ai dit, comme je vais vous le montrer dans les démos, il n'y a pas de connexion Internet. Et donc, finalement, c'est vraiment un modèle qui va se baser sur des données qui ont été historisées et qui ont une date limite. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir demander, par exemple, certaines informations récentes. Non, il n'est pas entraîné pour ça. Et si vous voulez l'entraîner, alors vous avez des possibilités de le faire avec vos propres données. Et Microsoft garantit une confidentialité des données dans votre tenant. La partie codex, alors qui est vraiment purement, je pense, destinée aux développeurs, hein, ça va être intéressant pour eux. Donc, c'est de comprendre et générer du code à partir du langage naturel, donc des saisies de texte de nouveau. On peut écrire par exemple une requête SQL pour récupérer par exemple tous les clients de Suisse romande, moyennant évidemment de lui avoir donné une structure de données pour qu'il puisse comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans ces tables, etc. Mais il est capable de générer des requêtes SQL, de traduire du code d'un langage à un autre. Enfin bref, il y a vraiment énormément de choses qui sont vraiment très intéressantes. La partie peut-être assez fun qui est DALL-E, donc pouvoir générer des images avec du langage naturel, de nouveau, hein, des saisies de texte. Et là, les exemples, ça va être, par exemple, vous pouvez générer, je ne sais pas, un chat siamois blanc dans un jardin, une réunion avec plusieurs personnes. Ce qu'il faut faire attention, c'est que ce genre de modèle, c'est que plus vous êtes précis, et plus la qualité de l'image sera bonne. C'est-à-dire que moins vous êtes précis et plus vous êtes vague dans votre description, et plus l'image générée sera de mauvaise qualité, on dira. Voilà. C'est que le modèle a besoin vraiment d'avoir des précisions. Alors ça, c'est intéressant, par exemple, typiquement dans le cadre du prototypage, où justement, si vous amenez une description très, très précise du produit, eh ben, il est capable de vous générer une image qui est vraiment de très bonne qualité. Voilà, ça c'est pour la partie DALL-E. Et le dernier modèle disponible, c'est la partie embedding. Alors ça, c'est un petit peu peut-être le plus complexe. Ça va être typiquement comprendre et utiliser des incorporations. Donc les incorporations, en résumé, est un format de représentation de données et qui est facilement utilisable à travers le machine learning. Donc ça, c'est purement des scénarios où vous allez vouloir, par exemple, détecter des similarités dans des données, rechercher du texte, rechercher du code spécifique dans des larges volumes de données, etc. Et quitte à utiliser typiquement le machine learning derrière pour optimiser le processus. Voilà, ça c'est la partie embeddings. Donc comme j'ai dit, tous ces modèles ne sont pas connectés à Internet.
Et tout ce qui va les différencier, c'est déjà l'objectif premier pour lesquels ils ont été créés. Donc, typiquement, certains sont meilleurs dans la partie code, tous les modèles codex, d'autres sont un peu polyvalents, comme le GPT-4, GPT-3. Embedding, c'est beaucoup plus pour la partie similarité, etc. Donc, voilà, ils ont tous un petit peu une première, on dira une première vocation. Et après, vous avez une différenciation en termes de tokens qu'ils peuvent engager. C'est-à-dire que la facturation se fait au niveau du token. Un token correspond à peu près à 4 caractères, ou 0,75 mots, comme dirait Microsoft, mais moi, je préfère dire 4 caractères environ. Et donc, par exemple, en GPT-4, vous pouvez aller jusqu'à 8192 tokens. En GPT-4, 32K, 32 000 tokens. En GPT-3, par exemple, DaVinci, c'est limité à 4000 tokens. Et donc, en fait, si on veut calculer le nombre de tokens qui sont nécessaires pour répondre à un problème, alors vous devez faire la somme en fait de ce que vous avez écrit, de ce que le modèle va vous rendre, et voilà. Et vous aurez en fait le nombre de tokens qui ont été utilisés pour ça. Et après, Microsoft va facturer aux tokens. En général, c'est des packs de 1000 tokens. Ça, on le verra après au niveau du pricing. Voilà, ça c'était un résumé de tous les modèles disponibles. Ensuite, ça, c'est une synthèse un petit peu de l'offre en termes de modèles. Donc, on a toujours chez Microsoft un nom public. Typiquement, vous voyez, vous avez le GPT-3.5, le Codex, le ChatGPT. Et derrière, vous avez des noms techniques. Vous voyez, un nom public ne correspond pas forcément à un seul modèle. Typiquement, dans le GPT-3, 3.5, vous avez plusieurs modèles, on le voit. Ada, Babbage, Curie, DaVinci avec 3 versions. Donc, vraiment, il y a plusieurs versions de ces modèles parce que ça évolue. Et donc, dans chaque catégorie, vous avez un ou plusieurs modèles correspondants. Typiquement, par exemple, aussi le Codex, ça va être Cushman, DaVinci aussi 002, dédié justement à la partie Codex. Et donc ça, c'est un résumé de toute l'offre qu'on peut avoir avec justement la partie non publique, non technique qui correspond sur ce tableau. Voilà. Maintenant, je vais faire un petit résumé, plutôt un comparatif entre la partie OpenAI et ChatGPT. Quels sont les avantages et les inconvénients de chacun? Donc, la première partie, c'est OpenAI. Donc déjà, avec Azure OpenAI et Microsoft, vous avez un contrôle sur la sélection de la résidence des données. Donc, actuellement, vous n'avez que 4 régions, mais ça évolue. Microsoft ouvre de plus en plus de régions. La sélection de la résidence des données, ça permet juste de sélectionner la localisation où vous voulez stocker vos données. Typiquement, à l'heure actuelle, vous avez par exemple la France, à Paris, vous avez en Angleterre, etc. Le deuxième gros point, point fort, c'est que les données clients ne sont jamais utilisées pour entraîner les modèles internes. C'est-à-dire que les modèles internes à Microsoft ne sont jamais entraînés avec vos données. Vous déployez vos modèles, vous chattez, vous essayez de récupérer des informations, de faire processer votre donnée. Tout ce que vous tapez, tout ce que vous saisissez n'est jamais utilisé par Microsoft pour entraîner quoi que ce soit. Que ce soit un produit qui utilise de l'intelligence artificielle, rien du tout. Ça reste dans votre souscription Azure. Vous êtes vraiment dans votre souscription. Personne ne peut venir exploiter ces données pour en faire, comme ChatGPT, des modèles beaucoup plus puissants. Et ça, c'est un avantage que propose Microsoft. Et donc, Azure OpenAI repose sur toute la stack Azure existante. Et donc, cette stack, ça va être par exemple la gestion du RBAC, donc les rôles, les accès. Vous avez énormément de choses, voilà, typiquement sur les réseaux privés, le mode de connexion, etc. Donc, vraiment, vous bénéficiez de tout ce que Microsoft a déjà implémenté dans Azure pour la partie OpenAI. Ça, c'est très intéressant. Les données sont cryptées et stockées dans votre abonnement Azure, comme je l'ai dit. Ça ne sort pas et c'est crypté et c'est stocké vraiment dans votre souscription. Évidemment, Microsoft est compliant avec un certain nombre de standards du marché, ça on les connaît. Vous avez possibilité de faire du fine-tuning sur des modèles avec vos propres données. Ça, je vous le montrerai après dans la partie vidéo. Et donc ça, c'est très intéressant quand vous voulez, par exemple, voilà, typiquement, entraîner les modèles avec vos propres données. Donc ça peut être des bases de données SQL, des fichiers plats, peu importe. Il y a beaucoup de types de données qui sont actuellement disponibles et qui vont aussi être disponibles dans le futur, mais Microsoft fait une intégration native avec certains systèmes pour que vous puissiez entraîner vos modèles. Voilà. Peut-être les 2 points faibles de ces services, ça va être que le service est plutôt orienté développeur et data scientist, comme je l'ai dit. Ça, c'est vraiment plutôt réservé à une catégorie de développeurs, de personnes plutôt techniques. Et donc, il n'y a pas de version gratuite. C'est comme je l'ai dit, c'est un paiement à l'utilisation avec une unité qui est le token,
et Microsoft va facturer par pack de 1000 tokens selon le modèle. Voilà. Mais il n'y a pas de version gratuite malheureusement dans Azure. Vous devez absolument disposer d'une souscription Azure valide pour déployer une instance. Voilà. Ensuite, pour la partie ChatGPT. Donc ChatGPT, c'est plutôt à la base un service qui aurait été grand public, hein, même si certaines entreprises l'utilisent avec la partie premium et autres. C'est plutôt facile à prendre en main et intuitif, hein. C'est clair, vous n'avez pas besoin de déployer une instance sur Azure, donner des droits d'accès, etc. Donc c'est vraiment plutôt intuitif et facile à prendre en main. Vous avez une version gratuite, bon, l'application mobile ou même sur le site, vous pouvez faire un compte et avoir une version gratuite. Ensuite, ChatGPT, il a quand même un certain nombre de petits points d'attention à prendre en compte. Donc typiquement, vous n'avez aucune sélection de la résidence des données. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas choisir où sont stockées les données que vous saisissez dans le chat ou ailleurs. Vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Par défaut, si vous ne faites rien, les données sont utilisées justement pour entraîner les modèles d'OpenAI. Donc typiquement, par défaut, c'est activé. Après, vous pouvez le décocher dans la petite section paramètres assez bien cachée en bas. Mais par défaut, ben, la plupart des gens ne vont jamais aller désactiver cette case à cocher et en fait vont utiliser ben, OpenAI va utiliser les données qui sont saisies dans le chat justement pour entraîner leur propre modèle interne. Ça ne repose sur aucune infrastructure déjà existante comme Azure, hein, donc ChatGPT a sa propre infrastructure. Microsoft a quand même investi énormément sur cette infrastructure Azure, a quand même énormément déployé de nouvelles technologies en matière de confidentialité de données, de sécurité, etc. Et donc, je pense que Microsoft propose quand même quelque chose de très solide sur Azure hein, par rapport à la partie ChatGPT. Et vous avez du fine-tuning avec vos propres données, mais sur une sélection limitée de modèles. Donc, pas tous les modèles de la partie OpenAI et ChatGPT ne sont éligibles à être entraînés avec vos propres données, quoi. Et il n'y a pas forcément d'intégration native avec certains services, qui est un petit peu embêtant. À l'heure actuelle, attention, ça peut évoluer. Mais Microsoft a quand même pris, même s'il est arrivé plus tard sur Azure, Microsoft vraiment, je trouve, implémente quand même un certain nombre de fonctionnalités très très intéressantes pour justement tirer parti de tous ces modèles. Et je trouve que Microsoft fait énormément de progrès tous les jours, enfin tous les mois il y a des nouveautés. Je trouve que Microsoft comble beaucoup son retard et propose quelque chose sur Azure qui est très très solide. Voilà, maintenant en termes de synthèse justement sur la confidentialité des données, donc comme je l'ai dit, hein, ça c'est juste un petit récap. Les données sont cryptées et stockées dans votre abonnement Azure. Donc ça, c'est vos données ne sortent pas pour entraîner des modèles internes et autres. Bah, comme j'ai dit, les données ne servent jamais à entraîner les modèles des fondations, donc tous les modèles qui sont vraiment le corps, les corps modèles de Microsoft, hein, ou tout autre service et produit Microsoft. Ça peut être par exemple, je sais pas, des services d'intelligence artificielle comme Copilot ou autre. Non, vraiment, c'est vos données. Vous en faites ce que vous souhaitez. C'est vraiment votre tenante, votre souscription et vous ne sortez pas d'ici. Après, vous avez énormément d'avantages, comme je l'ai dit. Donc, vous pouvez utiliser du Private Virtual Network, du Airbag, vous avez les Customer Manager Keys et autres. Donc, ça, c'est Microsoft vraiment qui vous fait tirer parti de la stack Azure existante. Microsoft est compliant avec un certain nombre de standards, je l'ai dit. Et là, actuellement, on n'a que 4 régions qui sont disponibles. East US, France centrale, UK South et West Europe. Les autres régions vont arriver, bien sûr, mais actuellement, la raison, c'est que Microsoft a de la peine à suivre étant donné que tous ces modèles d'intelligence artificielle demandent beaucoup de puissance de calcul. Et donc, à l'heure actuelle, Microsoft ouvre le service que sur demande. Ce n'est pas par défaut dans votre souscription. Et donc, actuellement, il y a énormément de demandes, ça je le sais, et Microsoft a vraiment beaucoup de peine à suivre. Et c'est pour ça qu'ils essayent d'ouvrir de plus en plus de data centers. Mais voilà, malheureusement, ils ont besoin d'investir parce qu'évidemment, ça demande de la puissance de calcul. Il faut ajouter voilà, de la puissance de calcul dans les data centers, etc. Donc, ça prend du temps. Au vu de la demande, voilà, il va se passer encore quelques mois avant que ce soit plutôt stable à ce niveau-là et que les régions s'ouvrent facilement, quoi. Microsoft est dessus. Voilà. Maintenant, je vais vous introduire la partie Microsoft 35 Copilot. Donc Copilot, hein, Microsoft 35 Copilot, qui est l'assistant virtuel basé sur justement la partie OpenAI, donc les LLM, les Large Language Models. Et ce copilote est un assistant virtuel qui va vous aider à effectuer un certain nombre de tâches au sein de Microsoft 35. Donc, pour vous expliquer les 3 briques hein, sur la partie copilote, donc comme on l'a dit, hein, une des premières briques, c'est la partie des LLM, donc tous ces modèles
larges, donc large language model, pardon, et donc qui sont basés évidemment sur OpenAI et qui vont permettre justement de comprendre le contexte utilisateur, comprendre ce que l'utilisateur souhaite faire dans le but de lui proposer des actions, de lui faire un certain nombre de choses à sa place. Ensuite, le deuxième pilier, c'est qu'on a les applications Microsoft 35, donc ça va être Teams, SharePoint, Word, Excel, PowerPoint, etc. Vous allez avoir une intégration directe de Copilot dedans. Et en fait, le liant entre ces deux, ça va être Microsoft Graph. Et Microsoft Graph sont les API de Microsoft qui permettent d'accéder en fait à toutes les données d'un tenant de Microsoft 35, API REST, dans un contexte utilisateur. C'est-à-dire qu'un utilisateur, eh bien, effectivement, hein, il va travailler, il va ouvrir des documents, il va faire un certain nombre d'actions. Et donc, à travers Microsoft Graph, vous allez pouvoir récupérer ce contexte utilisateur. Et donc, vous voyez bien le lien entre la partie LLM et Microsoft Graph, c'est que justement, les données d'entraînement de la partie de tous ces modèles d'intelligence artificielle, ça va être justement Microsoft Graph. Donc, Graph va donner le contexte utilisateur, etc. Et ensuite, ça va pouvoir en fait, vous faire des recommandations qui sont très contextualisées par rapport à vos besoins et dans le contexte des applications. Et donc, on aura deux types d'expériences. Donc, une expérience dans les applications. Donc, typiquement, ça va être Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, SharePoint, etc. Ça, c'est vraiment dédié à une application. Mais aussi, on aura des expériences qui sont multi-applications. C'est-à-dire, typiquement, par exemple, dans le portail Microsoft 35, on va pouvoir faire des recherches, etc., sur des données de multiples applications, à travers plusieurs applications. Et ça, c'est vraiment intéressant, c'est qu'on aura plusieurs possibilités d'interroger les données. Voilà. Et donc, ensuite, on a quelque chose qui sera très intéressant à découvrir dès que ça sera disponible, c'est la partie justement des plugins qui vont pouvoir enrichir la partie copilote. Et donc, on aura, à travers les plugins, on aura trois types finalement de plugins disponibles. Donc, la partie Power Platform Connector, donc typiquement, on va pouvoir utiliser les connecteurs Power Platform pour enrichir la partie copilote. Voilà, donc connecter par exemple à des sources externes, ça peut être ServiceNow, ça peut être des bases de données, ça peut être des services tiers, Twitter ou autres. Vous aurez toujours la possibilité de faire des extensions dans Teams. Hein, donc là, vous aurez un type de projet dédié. Alors, j'ai une démo dans Teams alors qui est un petit peu de ce type-là, mais qui n'est pas la même chose que la partie plugin Copilot, mais qui vous montrera un petit peu ce qu'on peut faire dans Teams. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que tous les plugins développés pour ChatGPT seront compatibles. Donc, Microsoft rend compatibles les plugins qui ont été développés pour ChatGPT dans Copilot. Et donc ça, c'est plutôt intéressant à noter. Voilà, donc en termes d'interface utilisateur, ce que l'utilisateur va pouvoir voir avec Copilot, c'est que, par exemple, là, on est dans Word Online, hein, vous voyez, Word, on a un bouton qui ouvre un assistant où l'on va pouvoir typiquement lui poser des questions, lui demander de faire certaines choses, lui demander de, par exemple, je sais pas, résumer un document et d'en faire un PowerPoint, de créer des tables, de résumer, etc., des analyses foot, par exemple, ou autres. Et donc ça, c'est très puissant. Vous avez vraiment un chat contextualisé qui a analysé votre contexte et qui il sait réagir en fonction de ce que vous allez lui demander dans une application donnée. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et donc, vous voyez, on verra une interface de ce type-là. Dans Word, vous allez pouvoir lui demander de faire, je ne sais pas, des résumés de bloc-notes OneNote, par exemple, d'autres, lui attacher des pièces jointes qui puissent analyser la chose. Et même dans le portail Microsoft 35 aussi, on aura toutes ces interfaces. Voilà. Et ça, c'est important à comprendre, c'est que ça va être vraiment très, très intégré dans la partie Microsoft 35 et ça arrive très bientôt. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir un peu sur la partie copilote, donc c'est vraiment que Microsoft 35 Copilot utilise, justement, on a dit les LLM, donc les Large Language Models, mais que cette technologie d'IA, elle est vraiment adaptée et optimisée dans votre contexte. C'est-à-dire que vraiment, on va analyser les données du client, du tenant, et ça ne va pas entraîner des modèles publics et autres. Non, non, vraiment, ça reste sur les données de votre entreprise et ça va tirer de vraiment toute partie de toutes les technologies au niveau confidentialité et sécurité des données de Microsoft 35, d'Azure et autres. Et donc, les réponses que va générer Copilot sont vraiment contextualisées et pertinentes pour l'utilisateur. Hein. C'est vrai que, justement, avec la partie graph des API qui vont être analysées par les modèles, et justement, ça va vous permettre l'intelligence artificielle va réagir de manière pertinente et vous donner vraiment des informations qui sont très contextualisées par rapport à ce que vous voulez faire. Donc, les modèles n'apprennent rien
sur l'utilisation de vos outils. Il n'y a aucune statistique qui est faite là-dessus. Donc, c'est vraiment des modèles qui sont là qui vont être entraînés pour justement répondre à des questions, mais il n'y a pas de statistiques, de reporting qui va être fait là-dessus. Ça repose sur toutes les briques qui sont déjà en place sur Microsoft 35 en termes de sécurité et confidentialité. En termes de licensing, ça sera séparé de l'offre Microsoft 35 existante. Vous aurez un certain nombre de prérequis techniques déjà au niveau du tenant. Et après, vous devrez assigner une licence par utilisateur. Voilà. Donc, vous allez payer une licence Microsoft 35 plus une licence Copilot pour bénéficier de toutes ces fonctionnalités nouvelles. Voilà. Maintenant, juste avant les démos, je voudrais vous partager un certain nombre de ressources. Donc, vous avez un petit QR code ici que vous pouvez scanner avec votre téléphone. Donc, vous allez tomber sur mon compte GitHub, sur un GIST. Et en fait, vous avez tout simplement tous les liens que vous pouvez utiliser pour aller vérifier un petit peu un certain nombre d'informations. Donc, tous les liens qui s'affichent ici sur cette slide, eh bien, vous scannez ce QR code et ensuite, vous pouvez tout simplement voir ces liens, les visiter et autres. Maintenant, je vais passer aux démonstrations. J'ai 4 démonstrations que je vais un petit peu vous décrire avant d'aller sur le concret. Donc, la première, ça va être plutôt les 2 premières sont plutôt Citizen Developer, donc Power Apps et Azure OpenAI. La deuxième, c'est plutôt Power Automate et Azure OpenAI. La troisième est un peu plutôt ProDev, hein, évidemment. On rentre vraiment dans l'Azure Bot Service avec la partie Teams. Et pour finir, on passera dans le OpenAI Studio pour voir un petit peu à quoi ça ressemble du côté Azure, quoi, tout simplement, de la partie vraiment du nerf de la guerre du studio. Voilà. Donc là, je vais vous décrire un petit peu les scénarios dans lesquels on peut retrouver ces technologies. Donc la première, ça va être une application Power Apps qui va en fait faire rôle, enfin, on va déployer par exemple un assistant virtuel qui sera accessible sur smartphone de type ChatGPT, donc exactement la même chose qu'on peut retrouver sur le site ChatGPT. Mais dans ce cas-là, les données saisies sont stockées de manière sécurisée et en respectant la confidentialité des données de l'entreprise. Et surtout, ces données ne servent pas à entraîner des modèles d'intelligence artificielle publique. C'est-à-dire les données vraiment restent dans la souscription du client. Donc, en termes de technologie, Power Apps, et là, j'ai utilisé le modèle qui est derrière ChatGPT, donc GPT-3.5. Et donc, la valeur ajoutée là-dessus, c'est que vous pouvez recréer typiquement un ChatGPT pour votre entreprise, justement avec la confidentialité des données et justement, et vous vous assurez que vos données ne sont pas utilisées pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle publique. Voilà. Ça, c'est vraiment la valeur ajoutée, c'est que vous êtes dans votre tenante. Les données ne sont pas utilisées pour aller entraîner aucun modèle ou produit de Microsoft et vous restez dans votre tenante. Et ça, c'est très, très intéressant par rapport à la version grand public de ChatGPT. C'est que là, vraiment, vous avez votre propre implémentation du chat GPT. La deuxième démo, alors, c'est deux workflows que j'ai utilisés pour vous montrer un petit peu les API DALL-E et DaVinci. Donc, la première démo, c'est par exemple si une entreprise veut générer des prototypes, des images de prototypes, par exemple, basées sur une description textuelle précise du produit. Donc, comme je l'ai dit, DALL-E 2, le modèle que je vais utiliser, plus vous êtes précis dans la description d'une image et plus vous allez obtenir un résultat convaincant. Voilà, c'est ça. C'est que plus vous lui amenez de la précision dans votre description, plus ça va être d'une bonne qualité, l'image va être d'une bonne qualité. Et ensuite, le deuxième cas de figure, c'est typiquement, imaginons qu'on veut résumer ou par exemple synthétiser le contenu d'un site SharePoint, que ce soit les articles, les documents et autres. Et bien là, typiquement, l'exemple, ça va être de résumer le contenu d'un article via un modèle DaVinci 003 à travers les API Graph de Microsoft en bêta, justement pour la partie SharePoint Online, et donc de publier ce résumé dans une équipe Teams à travers voilà, le titre et le résumé que le modèle a pu créer. Donc la valeur ajoutée là pour ces démos, donc c'est voilà, la génération et visualisation de prototypes d'un produit sans même avoir à le créer. Donc plus on est précis, plus on va pouvoir avoir une image claire et quelque chose de tout simplement de prêt à être exploité pour, par exemple, je sais pas, faire une démonstration à un client, lui montrer à quoi ça peut ressembler, etc. Et pour la partie SharePoint, donc c'est vraiment une capacité de pouvoir, par exemple, résumer des contenus qui seraient stockés sur un site, peut-être même décrire en quelques lignes ce que fait un site, c'est-à-dire en allant analyser un peu les données qu'il y a dessus, les données qui sont utilisées, et donc d'en faire un résumé sommaire, voilà, donc ce genre de choses. Et ça, c'est plutôt intéressant.
En termes de difficulté, comme je l'ai mis, alors là, c'est plutôt moyen parce qu'il y a la partie OpenAI qui doit être intégrée, tout comme Power Apps, hein. C'est plutôt Citizen Dev à la base, mais il y a quand même cette partie OpenAI qui est quand même un petit peu complexe. Il faut quand même comprendre bien comment est-ce qu'on déploie, comment est-ce qu'on attaque ces API. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 2 étoiles. C'est plutôt du médium. La troisième démo, alors ça c'est vraiment du pur pro dev. Donc là, ça va être exactement le scénario Power Apps, justement assistant virtuel, mais dans Teams. Et là, typiquement, j'ai utilisé l'Azure Bot Service. J'ai utilisé un modèle DaVinci 003 avec le Teams Toolkit que Microsoft met à disposition pour développer des applications et des chatbots dans Teams. Et ce bot, il est développé avec le langage par excellence de Microsoft pour le web, donc TypeScript, qui est un dérivé du JavaScript, hein, pour le web. Et donc là, la valeur ajoutée, c'est que vous avez un chat GPT, mais qui est disponible dans Teams. Et vous le verrez dans plusieurs endroits, vous allez pouvoir l'appeler. Du chat, un meeting et autres. Donc ça, c'est très, très intéressant. L'intégration est très, très profonde. Et la dernière démo, on ira dans l'OpenAI Studio. Et donc, ça vous permettra de voir un petit peu comment quelqu'un pourrait tester un petit peu les capacités de ces modèles, voir un petit peu comment ça se passe pour déployer, pour tester. Là, le niveau de difficulté, alors celui d'avant, ça j'ai oublié de vous le dire, la partie Teams, elle est quand même réservée au Pro Dev, donc c'est pour ça que j'ai mis vraiment avancé, 3 étoiles. Là, on revient sur quelque chose de plutôt accessible. Après, il faut quand même avoir quelques compétences pour déployer les services sur Azure, les activer. Voilà. Donc maintenant, je vais passer sur mon écran pour vous proposer ces démos. Donc là, je vais arrêter de partager cette présentation et je vais passer sur mon écran. Voilà. Donc, première démo. C'est comme on l'a dit, hein, donc un chat GPT version mobile avec justement la partie Azure OpenAI. Donc là, j'ai développé une application Power Apps, hein, vous voyez, avec tout simplement un prompt là où on peut mettre des messages et on verra s'afficher nos messages. Est-ce que l'intelligence artificielle va nous renvoyer? Donc typiquement, là, je peux lui dire bonjour, par exemple. Je peux dire bonjour, hop, voilà, bonjour. Il va me répondre, voilà, comment allez-vous? En quoi puis-je vous aider? Donc là, par exemple, je peux lui demander, je ne sais pas, écris-moi le code, par exemple, alors ça, vu que je suis un peu développeur, je vais utiliser des exemples de développeurs. Écris-moi le code C++ pour afficher, par exemple, la suite de Fibonacci, par exemple. Voilà. Ça, c'est un cas d'usage, hein. Je peux me générer du code. Donc là, il est en train de processer ce que je lui ai demandé et il va me sortir, en fait, tout simplement, le code C++ pour afficher la suite de Fibonacci. Voilà, vous voyez? Donc là, en gros, il me dit, OK, voilà, le code C++, c'est ça. Et ensuite, voilà, ce code, il décrit le code. Donc c'est très intéressant, il arrive encore à décrire le code, qu'est-ce qu'il fait, comment. Et on peut faire ça dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on peut lui donner un code et lui dire qu'est-ce qu'il fait. Ça, c'est aussi possible. Alors là, je ne vais pas le faire maintenant, mais vous voyez un peu le genre de choses. On pourrait lui demander aussi écris-moi par exemple une recette de cuisine, recette de cuisine avec du citron et de l'orange par exemple. Voilà, quelque chose d'un peu plus différent que du code, hein. Et donc là, pareil, hein, il va processer ce que je lui ai dit. Et ensuite, tout simplement, il va m'afficher voilà, la recette. Tac, tac, voici une recette simple, et bon appétit. Voilà, il est capable, c'est vraiment un modèle qui est capable de, voilà, hein, de générer du code, de générer du langage naturel, de comprendre du code, de traduire des choses. Et surtout que c'est valable, enfin, il n'y a pas forcément que le français, hein. C'est-à-dire que là, je peux switcher par exemple en anglais, hein. Donc là, je peux lui dire hello et il va me répondre en anglais. Donc typiquement, il est capable de changer de langue à la volée. Et ça, c'est plutôt intéressant si vous avez par exemple des équipes de support qui veulent déployer leur propre chat GPT pour venir typiquement générer un peu des scripts, les aider à corriger des choses qu'ils auraient faites et des choses comme ça. Et surtout qu'on va pouvoir intégrer les données d'entreprise nativement avec la partie Microsoft pour entraîner ces modèles avec vos propres données, tout en restant tout en restant vraiment confiant au niveau de la confidentialité des données, tout à fait compliance avec vos standards. Voilà. Donc ça, c'était la première démo, donc vraiment une démo peut reproduire très facilement à l'heure actuelle avec la partie OpenAI et dans Power Apps. Donc la deuxième démo, c'est un workflow pour Automate dans ce cas-là, hein. Ça va permettre
de générer une image à partir d'un prompt. Donc, un prompt, c'est une description de l'image, hein. Comme j'ai dit, plus elle est précise et plus on va avoir quelque chose de précis. Donc là, typiquement, je vais lancer le flow, hein, vous voyez. Je le lance, il va me demander, voilà, le prompt. Donc là, j'ai préparé une petite description déjà prête, hein. Vous m'excuserez, hein, comme ça me permet de voir directement le résultat. Donc voilà, une boisson à base de fruits posée sur une table de plage avec des gens dans l'eau et plusieurs parasols à proximité. Une description assez précise de ce que je veux. Là, je peux lui donner le nom du fichier, donc la plage par exemple. Voilà. Ensuite, la dimension. Donc là, je peux lui. Actuellement, il y a 3 dimensions qui sont supportées. Donc ça, c'est la plus grande. Je vais lui dire, voilà, je veux une image en 1024 par 1024. Donc là, je vais lancer le flow. Et maintenant, voilà, il va exécuter. Et il est en train de s'exécuter en haut. Et donc là, il va, alors ça met quelques secondes, hein, le DALL-E 2 est un modèle qui nécessite quand même quelques secondes pour générer l'image. Donc là, il est en train de me générer mon image. Donc ça devrait se terminer très rapidement, normalement. Voilà. Avec un peu de chance, ça va arriver. Toujours en train de. Ah, il devrait terminer. Voilà, il a terminé. Ça prend un peu de temps, vous voyez. Et donc là, je lui ai demandé d'aller m'écrire cette image dans ce site SharePoint. Ici, vous voyez, là j'ai une bibliothèque de documents avec un petit dossier. Et là, je peux ouvrir cette image. Et en fait, vous voyez, voilà. Donc il m'a généré, vous voyez, hein, c'est bien une boisson fruitée avec des gens derrière sur une plage, etc. Donc vous voyez, l'image n'est pas hyper nette, n'est pas très très précis, justement parce que plus je lui amène de précision dans ma description et plus l'image sera de bonne qualité. Mais vous voyez, on peut arriver à des choses qui sont très très intéressantes. Je pense que vous allez me poser une question, est-ce que ces images sont libres de droit? La réponse, c'est oui. Toutes les images qui sont générées par l'intelligence artificielle, par défaut, sont libres de droit. Voilà. Tout ce qui est généré par l'intelligence artificielle est libre de droit à l'heure actuelle. Donc, vous n'avez pas à vous soucier de savoir si ces images, vous avez des copyrights ou autres. C'est vraiment la réponse, c'est libre de droit. Voilà. Donc ensuite, la deuxième démo. Donc là, j'ai fait pareil, hein, c'est un workflow pour Automate. Et alors là, vous voyez, par exemple, j'ai sur un petit site SharePoint là, que j'ai créé, j'ai créé un article. Bon, je n'ai pas été très inventif, hein, je l'ai repris de znet.com. Et donc, cet article-là, je vais lui demander qu'il me le résume. Alors là, j'ai juste pointé sur cet article-là, mais je pourrais tout à fait parcourir tous les articles, les bibliothèques de documents, les documents pour en faire un résumé global. Ça, c'est possible. Là, je me concentre sur juste cet article. Donc là, ce workflow, je vais juste le lancer. Alors là, je n'ai rien besoin de lui donner parce que je pointe sur cet article-là. Et donc, je vais lui dire, ben, fais-moi le résumé et ensuite, tu vas m'écrire ce résumé. Tu vas me poster un message dans mon équipe Teams pour me donner le contenu du résumé. Donc là, il est en train de faire son travail. Alors là, ça va prendre un petit peu de temps parce que le résumé, c'est quand même quelque chose qui nécessite un peu de travail au niveau de l'API. Donc voilà, c'est tout bon. Et donc là, normalement, vous voyez, je suis dans Teams. Et donc là, effectivement, résumé de l'article, vous voyez, titre de la page, l'UE adopte un projet de loi pour encadrer l'IA. Et donc, vous avez un résumé de la page. Ce résumé, j'ai demandé qu'il essaye d'éviter le plus possible de répéter des mots qui sont dans l'article, etc. Donc, on peut préciser à l'intelligence artificielle un certain nombre de choses pour justement, typiquement, qui crée des résumés qui soient le plus proche de ce que pourrait créer un humain, par exemple, hein. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Vous voyez, il vous crée un résumé en 5-6 lignes. J'avais demandé 5 lignes, je crois, sauf erreur. Et donc après, on peut imaginer ça pour des documents, des listes, sur un site SharePoint, sur une équipe Team, sur toutes sortes de contenus dans Microsoft 35, puisque ça utilise derrière les API Graph qui permettent justement d'accéder à ces contenus de manière textuelle et en faire quelque chose d'intéressant. Voilà, ça c'était pour la partie DALL-E 2. Maintenant, je vais reprendre le premier exemple avec la Power App, sauf que là, je vais vous montrer la partie Teams Chatbot. Donc, un chatbot, c'est la même chose qu'une application Teams, hein, vous voyez, typiquement. Là, je suis, par exemple, dans mon gestionnaire d'application Teams, et là, typiquement, j'ai ce chatbot. Donc, ça, c'est une application Teams que j'ai développée, justement, qui s'appuie sur la librairie de Microsoft Azure OpenAI et qui propose un chatbot pour, justement, chatter comme ce qu'on fait avec ChatGPT, sauf dans le contexte de Teams. Ce qui est vraiment intéressant dans Teams, c'est que vous allez pouvoir contextualiser ce chatbot dans une équipe, dans un chat ou dans un meeting. Donc, vous voyez, vous avez 3 possibilités
d'exploitation de votre chatbot. Donc là, je vais vous montrer par exemple dans une équipe, mais vous pourriez avoir le même résultat dans un chat ou dans un meeting. Voilà. Donc là, l'application est installée, vous voyez, je peux l'ouvrir directement pour avoir le chat, mais là, je vais l'exploiter dans cette équipe. Donc là, par exemple, j'ai un canal chatbot. Là, je vais faire un nouveau message du style test Azure OpenAI. Voilà. Là, je peux taper un message ou dans les messages, que ce soit dans le chat, dans les meetings et autres, je peux appeler quelque chose. Et donc là, je peux lui appeler, voilà, Azure OpenAI Chatbot, vous voyez. Donc il me fait une proposition, hein. Donc là, il y en a 3 parce que un peu les dernières, les derniers que j'ai utilisés. Donc là, je peux utiliser celui-là, par exemple, vous voyez. Et il me propose les commandes. Alors là, ce bot, c'est un bot d'exemple, hein. J'ai fait une petite commande pour afficher un message de bienvenue. Et j'ai utilisé, alors ça, c'est vraiment pas une bonne idée, j'ai utilisé le même nom pour la commande. Donc là, j'aurais dû normalement utiliser, par exemple, une commande qui s'appelle chat ou chat GPT, peu importe, justement pour différencier. Et là, je remets ça. Vous voyez, hein, c'est pas très élégant. J'aurais dû appeler la commande d'un nom différent, mais passons. Maintenant, je peux lui dire exactement comme dans n'importe quelle autre application où il y aurait une interaction avec du chat GPT. Donc là, par exemple, je peux lui dire écris-moi une poésie en 5 versets, par exemple. Voilà. Dans une équipe Teams, hein, vous voyez, je suis bien dans une équipe. Là, je poste le message. Voilà. Et donc là, mon bot qui est hosté sur Azure, hein, donc là, c'est un bot qui est hosté sur Azure, voilà. Il a processé ce que je lui ai dit et en fait, là, il m'a, voilà, tout simplement, vous voyez, hein, créé une réponse hein, directement dans mon post hein, et il est venu m'écrire, pardon, on voit pas, il est venu m'écrire une poésie en 5 versets directement comme réponse. Donc ça, on peut utiliser ça dans Teams, dans les équipes, on peut utiliser ça dans le chat privé, on peut utiliser ça dans les meetings aussi. Typiquement, on peut appeler le bot dans les meetings pour que les gens puissent voir, typiquement, s'il y a une question, on peut afficher la réponse du chat, enfin du bot directement dans un meeting, par exemple, s'il y a plusieurs personnes qui veulent voir la réponse. Donc, vous voyez, c'est très intégré. Et ça, c'est très, très puissant. Ça vous permet de créer des chatbots qui sont vraiment disponibles partout dans Teams et d'avoir un niveau d'intégration qui est très, très bon. Vraiment, je suis assez fan de cette implémentation puisque voilà, typiquement, on peut l'ouvrir aussi dans Teams. Là, je peux vous montrer, hein, vous voyez, typiquement, hop, le chatbot, là, si je l'ouvre, vous voyez, j'arrive en fait directement dans un chat privé. Et donc là, je peux lui demander, typiquement, je peux lui demander exactement pareil, sauf que je l'appelle par le chat. Voilà. Très, très intéressant. Voilà, ça c'était la partie Teams. Donc maintenant, je vais passer sur la partie OpenAI Studio. Donc là, je vais juste, avant, vous parler du pricing. Voilà, ça c'est juste, j'avais oublié d'y venir, mais là, je vais vous ouvrir tout à fait le lien Microsoft officiel. Hein, voilà, comme ça, on peut voir. Donc comme je l'avais dit avant, c'était par token. Hein. Donc typiquement, voilà, les régions, hein, vous voyez, il n'y a pas toutes les régions qui sont disponibles. Donc là, pour le moment, il n'y a que la West Europe. Hein. Donc là, j'ai mis en francs suisses. Et donc, vous voyez, en fonction du modèle, vous avez le prix par 1000 tokens, donc des packs de 1000 tokens. Donc, vous voyez, c'est assez faible. Hein. Typiquement, je prends le chat GPT, là, le GPT 3.5 Turbo. Et ben, vous voyez, hein, vous êtes à quelques dizaines de centimes pour 1000 tokens. Donc, ce qui est vraiment pour des démos assez basiques, hein, comme le chat ou autre, ça ne va pas vous coûter très cher. Après, évidemment, plus vous amenez de la donnée à processer, plus vous en faites un usage intensif par jour et plus ça sera cher. Donc, typiquement, vous voyez, GPT-4, il y a 2 contextes, hein, 8000 tokens, 32 000 tokens. Vous avez 2 différents. DALI 2, vous voyez, pour 100 images, vous avez à peu près 1,70 €. Et après, vous voyez, vous avez les fine-tune modèles, donc ceux que vous pouvez personnaliser avec vos propres données. Donc, vous voyez, typiquement, vous avez des modèles de texte, de code, etc. Vous voyez, tous les prix sont là. Après, vous avez certains modèles qui sont par heure, etc. Voilà. Typiquement, le SaaS, c'est ce qui va vous coûter pour entraîner ce modèle par heure, c'est-à-dire entraîner le modèle avec vos propres données. Vous voyez, c'est assez cher hein, si vous regardez, par exemple, un DaVinci, si vous voulez l'entraîner avec vos données, par exemple, là, ça va vous coûter 75 francs par heure si vous voulez entraîner ce modèle avec vos propres données. Voilà. Et vous avez tout ça sur les ressources que je vous avais données. Voilà, ça c'était pour la partie les coûts. Si vous voulez monitorer les coûts dans Azure, alors vous avez maintenant une section qui est très intéressante là, justement dans la partie cost management d'Azure. Vous avez le cost analysis en preview. Alors, et là, en fait, vous avez une section qui s'appelle Cognitive Services. Et là, vous voyez, vous avez moyen de contrôler en fait la consommation. Donc, typiquement, vous voyez,
J'étais en DALL-E image, vous voyez, j'ai dépensé 24 centimes, 40 centimes pour du DaVinci Token, du GPT-3 Turbo, là j'étais à 0,05, etc. Donc vous pouvez monitorer un petit peu combien ça vous coûte, vous pouvez faire des budgets et autres là sur Juin. Et voilà, c'est très intéressant au niveau de la gestion des coûts sur Azure. Alors ça, c'est aussi justement quelque chose d'intéressant. Et que Microsoft a une gestion des coûts qui est très intéressante. Vous pouvez voir combien vous consommez, faire des budgets, etc., réserver un certain budget. C'est plutôt intéressant. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie analyse de coûts. Et là, je finis par la dernière démo qui est sur l'OpenAI, Azure OpenAI Studio. Donc, qui permet en fait tout simplement de tester tous les services OpenAI sur Azure. Donc là, vous voyez, vous avez le studio, hein, ça ressemble à ça. Hein. Vous voyez, là, je suis dans une région où il y a tout qui est disponible, donc vraiment États-Unis de l'Est. Et donc, là, par défaut, donc, il va vous proposer un certain nombre de choses. Donc, par exemple, vous avez le playground, le chat. Donc ça, le chat, en gros, c'est tout simplement en guillemets, le chat GPT. Donc là, vous voyez, vous avez vos modèles. Donc là, j'avais déployé du chat GPT et du GPT-4. Voyez, et là, vous pouvez en fait démarrer une session avec le chat directement depuis cette interface. Vous avez possibilité de customiser un petit peu le message système, par exemple, de dire, bah voilà, toi, je t'ai conçu pour faire ça. Donc, typiquement, un assistant AI, on peut préciser. Vous pouvez rajouter des exemples pour dire, OK, ben, dans ce cas-là, j'ai envie d'entraîner légèrement mon modèle pour lui dire, bah voilà, typiquement, si quelqu'un me pose cette question, bah, tu dois répondre ça. Parce que le modèle, justement, n'est pas connecté à Internet et donc ne peut pas, par exemple, savoir je sais pas, qui a fait quelque chose hier, par exemple. Parce que justement, le scope, le périmètre du modèle est très restreint dans le temps. C'est-à-dire que vous n'avez pas toutes les dernières informations. Pour ça, il faut qu'il soit entraîné avec des données. Donc là, vous avez ChatGPT. Pour les développeurs, vous avez possibilité de voir le code. Vous voyez, vous pouvez voir le code .NET pour les développeurs .NET. Ça vous donne une bonne idée de comment utiliser ces API directement dans votre code. Vous avez la partie JSON. Vous voyez en fait les paramètres. Vous avez possibilité de paramétriser votre modèle. Alors, les deux paramètres principaux, je pense, qui sont très intéressants à comprendre, ça va être max response. En termes de développeur, c'est max token, c'est-à-dire je peux donc bloquer une requête avec un certain nombre de tokens. Donc, si je veux par exemple que ma requête ne me coûte que 800 tokens, je vais pouvoir le préciser. Par défaut, si vous ne mettez rien, il va partir du principe qu'il peut utiliser autant de tokens qu'il veut pour faire la réponse la plus complète. Mais vous pouvez bloquer. Ça sous-entend que vous allez aussi bloquer sa capacité de réponse. La température, ça c'est aussi important. Ça va permettre de plus vous êtes proche de 1 et plus l'intelligence artificielle sera créative. C'est-à-dire qu'elle pourra, par exemple, typiquement partir de certains principes sans forcément que ce soit vérifiable, c'est-à-dire être inventif. Et plus on est proche de 0, plus l'intelligence va être factuelle sur des données qu'elle a à disposition. Et donc ça, c'est évidemment, quand on est à 1, c'est intéressant parce que justement, c'est là où vous pouvez avoir le plus de créativité possible. Alors, avec le risque qu'effectivement, ce soit complètement à côté de la plaque des fois. Mais si le modèle est bien entraîné et que vous souhaitez être un peu inventif avec, eh ben, le paramètre à 1 peut vous faire en fait vraiment avoir quelque chose qui répond avec une intelligence proche de l'humain et ça, c'est plutôt intéressant. Après, vous avez d'autres paramètres, mais à mon avis, ils sont un petit peu moins importants. Et donc, voilà, la partie chat, elle est assez simple. Vous avez la partie complétion. Alors ça, c'est pour tous les modèles, par exemple, qui sont Curie, DaVinci, etc. Donc, vous voyez, la partie, vous pouvez charger des exemples. Donc, vous avez mes déploiements. Par exemple, du DaVinci 003, là, je peux charger des exemples, typiquement classifier du texte et autres. Donc, vous avez toute la possibilité de tester. Et surtout aussi, les mêmes paramètres, vous voyez, nombre de tokens, température. La partie DALL-E, donc vous voyez, comme je vous avais dit, la partie génération d'images. Vous pouvez tout simplement tester justement la description d'une image et avoir la partie, tout simplement la génération d'images. Alors là, il vous montre quelques exemples. Donc là, vous avez toujours la partie des settings. Vous voyez, vous pouvez montrer le nombre d'images à générer, la size, comme je dis, 3 tailles disponibles. Et ensuite, après, vous avez plus une partie management, donc les déploiements. Ça, c'est mes déploiements actuels. Oui, j'ai déployé 3 modèles, du GPT-3.5 Turbo, du DaVinci, du GPT-4. Donc, ils sont disponibles. Voici tous les modèles possibles à déployer. Donc, vous voyez, ils ont tous une certaine version. Vous voyez, donc typiquement, vous avez des versions, par exemple, ça, la GPT-3.5 Turbo, ça, le 0613, ça veut dire que c'est une des dernières versions. Vous voyez, par exemple, la version précédente, c'était 0.3.0. Microsoft met à jour ces modèles
pour qu'il soit de plus en plus puissant. Alors, certains modèles, vous voyez, typiquement, vous avez version 1, version 2, d'autres, c'est un autre nom de code. Vous pouvez, par exemple, alors ça, c'est pas encore disponible dans la région où je suis, mais typiquement, vous pourriez partir d'un modèle et l'entraîner. Ça, c'est très intéressant. C'est comme je disais avant, vous payez après pour l'entraînement. Mais ça peut être très intéressant si vous voulez commencer à entraîner vos modèles. Donc, vous avez possibilité de partir sur un modèle et ensuite de l'entraîner avec vos propres données, qu'elles soient issues de bases de données, de fichiers plats et autres. Vous avez possibilité justement de créer des datasets d'entraînement, donc typiquement avec des fichiers, vous voyez, des fichiers ou d'autres sur du blob storage aussi, Azure. Vous avez les quotas qui vous permettent voilà, typiquement des quotas d'utilisation sur votre souscription. La partie des filtres de contenu, typiquement Microsoft vous laisse un petit peu, je dis bien un petit peu de marge sur la partie des contenus sensibles, sur les contenus qu'ils considèrent bas, mais typiquement sur les contenus que Microsoft considère comme une sévérité haute, là, vous n'aurez aucun moyen d'être un petit peu plus ouvert. Non, non. Microsoft, par défaut, les contenus qui sont médiums et hauts en termes de sévérité, typiquement, voilà, on sait, hein, typiquement, tout ce qui est relatif aux sujets sensibles, là, ça va être censuré. Typiquement, si vous essayez, par exemple, de demander des choses voilà, à caractère un petit peu litigieux, et ben, typiquement, le chat va vous répondre qu'il n'est pas capable de répondre parce que justement, c'était détecté comme un contenu sensible. Voilà, ça, vous pouvez créer votre propre police pour être un petit peu plus flexible, mais vous voyez, c'est vraiment la partie medium et high de Microsoft ne vous permet pas beaucoup enfin, ne permet tout simplement pas à l'heure actuelle d'être plus flexible. Là, vous pouvez être juste plus restrictif. C'est tout ce que vous pouvez être à l'heure actuelle. C'est encore en preview, hein. Voilà, donc là, une petite démonstration juste pour vous prouver en fait que ça, c'est juste pour vous montrer que les modèles ne sont pas connectés à Internet. Donc typiquement, là, je vais prendre mon GPT-4, hein, par exemple. Et là, je vais lui demander hello, bonjour, par exemple. Voilà, hop, je vais dire bonjour. Tac, donc je lui dis bonjour. Voilà, il me dit bonjour. Je vais lui demander, par exemple, je sais que ce modèle n'a pas été entraîné jusqu'à cette date. Et donc, je vais, par exemple, lui demander qui a gagné l'Eurovision en 2023. Et donc, vu que je sais que ce modèle n'a pas été entraîné pour être justement avoir cette information, il va normalement me dire qu'il ne sait pas. Voilà. Donc, il me dit, je suis désolé, mais je peux pas reposer cette information. Voilà. Donc, lui, il a typiquement un jeu de données qui va jusqu'à septembre 2021. C'est justement ça où je veux en venir, c'est que typiquement, un modèle n'est pas connecté à Internet. Donc, s'il était connecté à Internet, il pourra avoir cette information. Mais là, il ne l'est pas. Donc, sa base de données n'est pas à jour avec qui a gagné le virus en 2023. Je vais vous montrer. Donc là, par exemple, hein, j'ai un extrait d'article Wikipédia que je vais copier, justement qui contient la réponse. Et donc là, je vais feinter en fait l'entraînement de données. Je vais utiliser en fait le système message pour en fait lui injecter quelque chose qui contient la réponse à ce que je voulais. Alors là, normalement, ça ne se fait pas comme ça, hein. Vous entraînez vos modèles avec justement soit on part d'un modèle et on entraîne, et après, je vais vous montrer comment connecter typiquement un GPT-4 à vos propres données via, par exemple, du blob ou autre. Ça, c'est un menu. Et donc là, je lui injecte, alors ça, c'est juste une petite astuce, hein, je lui injecte via typiquement le système message. Alors là, le système message me dit OK, on veut sauver, voilà. Donc là, vous voyez, il m'a fait une nouvelle session. Donc là, je lui repose la même question, strictement la même question, sauf que là, il a ce système message et là, typiquement, il va me sortir la réponse. Voilà. Donc la Suède a gagné l'Euro en 2003 avec la chanteuse Tattoo interprétée par Laurine. Donc en gros, j'ai entraîné mon modèle et maintenant il a analysé la donnée. Vous voyez, hein, c'est un extrait assez long, hein. Donc il a analysé et il a pu en ressortir qui était le gagnant. Donc si vous voulez faire ça pour entraîner de manière plus large, typiquement vous avez un menu là qui s'appelle Add Your Data. Et donc vous pouvez ajouter une source de données. À l'heure actuelle, Microsoft, vous avez, comme j'ai dit, Cognitive Search, si vous avez indexé vos données via du Cognitive Search, du Blob Storage, si vous utilisez le Blob Storage pour stocker vos documents ou autres, ou directement uploader vos fichiers. Alors, ça nécessite un peu de configuration, ça, il faut vraiment passer du temps pour configurer tout ça, pour que ce soit clean. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que dans la majorité des cas, vous allez utiliser du Cognitive Search. Donc là, c'est Cognitive Search seul, mais si vous regardez dans le Blob Storage, vous allez toujours devoir utiliser un Cognitive Search. Parce que, comme je l'ai dit au début de présentation, le Cognitive Search, il est là justement pour indexer vos données. Et ça, il faut faire attention, c'est un service qui est plutôt onéreux. Donc, il faut faire vraiment attention à ce que vous déployez, parce que ça, c'est un service qui est très onéreux à la consommation, forcément. Et au mois, ça peut monter à quelques centaines de francs. Donc, c'est plutôt onéreux. Et donc, malheureusement, à l'heure actuelle,
vous avez besoin d'un cognitive search pour indexer toutes ces données que vous voulez utiliser pour entraîner votre modèle. Voilà, donc ça, c'était vraiment une démonstration, plutôt concrète de ce qu'on trouve dans Azure, hein, donc la partie Azure Studio. C'est ce que vous retrouvez si vous déployez, ben, voilà, des instances, vous avez ce studio à disposition. Évidemment, ça c'est réservé aux développeurs et puis ça permet justement à ces personnes de tester un petit peu en vue après de les utiliser dans des applications ou autres. Voilà, alors en termes de démo, là j'en ai terminé. Maintenant, si éventuellement il y a des questions, je vais y répondre. Donc là, on a terminé ce webinaire, je vais passer aux questions. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne soirée. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter via mon adresse email. Je me ferai un plaisir de rediriger ça. Si vous souhaitez établir des POC ou autre, je me tiens à disposition par email pour y répondre. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Au revoir.